pourquoi il apparaît pas en anglais? Ah, parce que je suis en mode plein écran peut-être. Je le fasse, hein? Attends. Hop. Je cherche. Toc. Fenêtre. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez accès à mon écran là et à une citation d'Aristote? Oui, c'est bon là. Ok. Super. Et vous me voyez toujours? Oui, on te voit. Super. Ok. Ouais, la citation d'Aristote, c'est pour gagner du temps. Hein. Elle veut rien dire, j'ai toujours pas compris, mais au moins vous pouvez commencer à réfléchir. Tu peux baisser ta main, Vincent. Et je peux baisser ma main, d'accord. Ok. Tac. On peut dire jusqu'à 35, 37. Aurélie Lagarde, accepté. Ouais, on entend encore une minute ou deux. Et puis on. Je crois que chez Aurélie, elles sont 3. Ah oui. Salut Aurélie, est-ce que tu nous entends? Bien, espérons que oui. Aurélie, tu as ton micro coupé, mais j'imagine du coup que tu dois nous entendre. Oui, bonjour. Je suis avec Apolline et Anne et bientôt Laura. D'accord. On suit en tant qu'usaquoise. Ok. C'est un apéro complotisme que vous faites là. Grave. Non, c'est une conférence. Ok. Bon, super. Bienvenue. Bon, on est au café, hein, donc Paco et moi qui allons animer ces petites conférences. On est au café associatif de la Smala pour ceux qui connaissent pas, parce que là on va dire qu'il y a deux tiers de locaux qui connaissent bien la Smala et un tiers qui sont plutôt des gens extérieurs. Et du coup, si vous connaissez pas, derrière moi c'est le café associatif de l'association de la Smala. Voilà, et on est là. Et oui, je vois que vous levez la main. Moi, en pseudo, j'ai Centurde et vous avez votre micro coupé. Du coup, je ne peux pas vous entendre. Oui, bonsoir à tout le monde. J'ai l'écran Aristote là qui me masque un peu tous les écrans de tous les participants. C'est normal ça? Non, c'est pas normal. Normalement, vous devriez. Si, non? Vous les voyez un petit peu, vous les voyez en bas ou à droite de votre écran, c'est ça? Moi, j'en vois que, vous compris, je vois que 6 personnes. Ah, alors, c'est parce qu'il faut aller dans les paramètres pour gérer la mosaïque. Alors, je cherche un peu parce que mon ordinateur, il est tout neuf, c'est-à-dire il a été remis à jour aujourd'hui par un spécialiste. Et donc, il m'a dépassé pas mal de trucs. Et donc, j'y vais. Je cherche les paramètres, justement. Okay. Je vais peut-être aller sur le bureau alors pour les trouver. Lorsqu'il y a une personne au sein de la visio qui partage son écran, vous avez obligatoirement les visages des autres personnes qui sont coupés. C'est pour laisser la place à cet écran partagé apparemment, il n'y a pas vraiment d'option pour faire mieux. Modifier. Si vous avez, alors, en bas à droite, vous avez 3 petits points positionnés à la verticale. Vous cliquez dessus, il y a écrit modifier la mise en page. Et là, vous pouvez choisir automatique, mosaïque, projecteur ou barre latérale. Donc là, peut-être que vous pouvez tester d'augmenter aussi en mosaïque, d'augmenter le nombre de personnes présentes. Est-ce que vous voyez? Eh ben, j'ai réussi à avancer la mosaïque, mais il ne se passe rien. Ok. Même en se mettant en mode mosaïque, ouais. Projecteur, sinon? Non, parce que du coup, si à l'écran c'est partagé, tu ne peux pas avoir plus de 100 personnes. D'accord, ok. Bon, du coup, vous n'aurez que 6 personnes, mais vous pouvez sélectionner les grilles. Vous pouvez sélectionner ceux qui vous plaisent le plus physiquement. Les 6, là. J'ai pas le choix. Bon, mais moi, je me dis que c'est quand même mieux d'avoir cet écran partagé, parce que après, pour la suite, on va
voilà, je trouve que c'est un repère. Alors, je peux changer un peu. Et puis, comme ça, on peut rentrer un peu. Si Non, mais le principal, c'est de vous entendre, hein, en fait. Si j'active le mode plan d'écran, c'est bon? Ouais, c'est bon. Oui, d'accord. C'est mieux là, Vincent. Alors, j'arrête le partage d'écran. Ok. Ça marche. J'arrête la présentation et c'est Paco qui va qui va vous donner, bonsoir Estelle, qui va vous donner quelques infos techniques sur comment on va procéder interactivement et comment ça va se passer un peu la soirée. Ah ben voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran pour vous montrer deux, trois petites choses sur comment on va utiliser Google Meet ce soir, parce que c'est un outil que tout le monde n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc normalement, vous voyez mon écran là, et vous voyez que en haut à droite de mon écran, donc j'ai plusieurs petits onglets juste en dessous de Webinaire Smala 1/6. Ah oui. Donc là, vous voyez que j'ai en haut à droite de mon écran, j'ai l'heure. À gauche de l'heure, donc il y a le nombre de participants. Je peux cliquer dessus pour voir tous les participants. Juste à droite de ceci, vous avez une petite icône de chat. Donc sur cette icône, c'est simplement pour discuter entre vous, entre participants à la conférence. Et pour pouvoir discuter avec nous et surtout poser vos questions pendant la conférence, ça va être au niveau de l'onglet qui est encore une fois sur la droite. Donc l'onglet sur lequel il y a des questions et sondages. Donc c'est ces deux onglets qui vont nous servir à quelque chose. Ce premier onglet qui s'appelle des questions, en fait, vous pouvez poser votre question sur cet onglet. Et ce qui est pratique, c'est que une fois que vous avez posé votre question, les autres peuvent aimer cette question. Donc plus cette question sera aimée, plus elle aura de pouces en l'air, plus elle remontera dans le fil des questions. Et donc nous, ça va nous permettre de pouvoir filtrer les questions et pour aussi que vous ne posiez pas plusieurs fois la même question. Vous avez juste à regarder si votre question est déjà posée. Vous pouvez simplement mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à poser des questions tout le long de la conférence. Nous, il y aura des moments précis où on les regardera. Et ensuite, juste en dessous, là, vous avez sondage et on fera des sondages aussi pendant cette conférence en ligne. Et donc, si on reprend de 0 pour aller répondre à ce sondage, il vous faudra aller tout en haut à droite sur l'onglet activité, donc triangle carré rond. Il y aura une notification qui apparaîtra. Il y aura une notification qui apparaîtra, en effet. Et ensuite, aller dans sondage et répondre au sondage. Voilà. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, là, si vous avez s'il y a quelque chose que vous avez mal compris, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci. Alors, du coup, je repartage mon écran. Si vous pouvez penser à couper vos micros, moi je peux couper les vôtres, mais je n'aurai pas tout le temps le réflexe de le faire. Donc si vous pouvez penser à couper vos micros tout le long de quand Vincent et moi présenterons, ce serait super, merci. Ok, bon, voilà. Donc ça, c'est pour les questions techniques. Si vous avez des questions, de toute façon, je veux dire, même des questions techniques, n'hésitez pas à lever la main. Il y a aussi un petit… Vous avez vu que vous pouviez, en bas à droite, il y avait la possibilité de lever la main et du coup, ça nous interpelle. Et on peut soit vous donner la parole, soit répondre à une de vos questions. Voilà, mais c'est vrai que l'idée, c'est qu'il y a un temps programmé un peu vers la fin pour justement parler, faire connaissance, que vous ayez le temps de poser vos questions. Donc déjà bonsoir tout le monde et du coup je vais lancer, on va se lancer 18h42 pour pas finir trop tard. Merci à tous d'être là et d'avoir répondu un peu à cette invitation qui est un peu une première pour nous. On vous expliquera un peu pourquoi on a décidé de lancer ce cycle de conférences interactifs, enfin en tout cas qu'on va essayer interactif le plus possible. On va vous l'expliquer un peu dans cette première séance.
dans cette première séance, justement, on va pas trop rentrer dans le fond du sujet. Vous avez vu, on vous a envoyé un mail, je ne sais pas si vous l'avez tous reçu. On a décliné cette grande question du complotisme, qui est vaste et qui est voilà, qui est très large en plusieurs petites conférences interactives, parce que d'une part, on souhaitait les faire en fin de journée pour qu'il y ait le maximum de personnes présentes, que ceux qui travaillent la journée puissent être présents. Et on sait que le soir, on n'a pas forcément toute la disponibilité, tout le temps de cerveau disponible pour absorber ou toutes ces infos. Donc on s'est dit qu'on allait diviser ça en 6 points. 6 points d'1 heure à peu près. Voilà. Et à chaque fois d'essayer de rendre ça interactif. Donc 6 conférences avec à chaque fois 6 éclairages différents sur cette question du complotisme. Donc cette première séance-là, elle va surtout poser le cadre. L'idée, c'est de poser le cadre, de poser le contexte, d'exprimer aussi, de dire notre façon de voir à la SMALA, comment on voit cette question. Et à la base, cette initiative, elle était on l'avait surtout pensé en interne, c'est-à-dire pour les membres, les adhérents de la SMALA, pour ceux les bénévoles actifs, pour les membres du bureau qui sont engagés par la SMALA. La SMALA, c'est assez vaste comme projet, il y a différentes portes d'entrée et la porte éducation populaire, éducation aux médias, c'est pas toujours celle que les gens prennent pour s'engager dans la SMALA. Et du coup, l'idée, c'était quand même de reposer les bases un peu, de parler du fond du projet de la SMALA, qui est quand même avant tout un projet d'éducation à la citoyenneté. Voilà. Et puis aussi, cette première séance, ça peut peut-être nous permettre de faire connaissance. Voilà, on est 13, on devait être 35, on est 13, on a déjà perdu du monde en route. 16, on est avec plus 3. Ah oui, plus 3, ouais, voilà. Donc, si on compte pas si on compte ceux qui ont décidé d'organiser des apéros autour de cette conférence, et c'est tout à votre honneur, on est presque une vingtaine. On est 50. Bon, voilà. Je sais pas à la 6e conférence combien on sera. On sera peut-être plus que 3. Peut-être que vous aurez décroché en route, mais en tout cas, nous, on a essayé de faire un truc. On a essayé de penser le plus complet possible. Peut-être qu'on se plante, peut-être que ça va être trop complet, ou pas assez, ou je sais pas. Peut-être qu'on tapera à côté par rapport à vos préoccupations. Et puis vous êtes ici, il y a des professionnels, mais il y a aussi un peu tout le monde, hein, monsieur et madame tout le monde, qui sont derrière leurs écrans. Donc vous avez pas tous les mêmes attentes forcément, mais justement, je pense que on peut essayer d'affiner un peu vos attentes là-dessus et voir comment nous on peut répondre à vos questions si on le peut, parce que encore une fois, et comme ça fait la transition vers la présentation. On n'est pas, comme on le disait dans le mail, on n'est pas virologue, on n'est pas géopoliticien, on n'est pas voilà, on n'est pas tout ça, quoi. On n'est pas des spécialistes. Si on est quelque chose, c'est Paco se présentera, mais voilà, il est médiateur numérique, donc ça englobe cette question des médias, forcément. Et moi, avant de cofonder la SMALA, j'ai travaillé dans différents médias, comme réalisateur, comme aussi producteur. Donc j'ai une connaissance, on va dire, des médias assez large. Mais voilà, ça s'arrête, on va dire, à la production de l'information et à la réception. Voilà, on est plutôt sur la forme que sur le fond, donc ça, vous allez, je pense, le comprendre assez vite. On va essayer d'éviter tous les débats qui pourraient nous mener sur des pentes glissantes sur lesquelles on n'aurait pas envie d'aller parce qu'on ne maîtrise pas le sujet, parce qu'on sait que ça peut vite partir dans du débat de comptoir. Alors, il y a un comptoir juste devant moi, là, au café, mais du coup, ça peut être justement après ces conférences-là. Malheureusement, on n'aura pas l'occasion de boire des bières ensemble à cause de la pandémie, mais voilà, il y aurait d'autres moments qui pourrait être consacré à un débat sur le fond, où on va vraiment s'intéresser à la forme. Voilà, donc moi, pour me présenter brièvement, voilà, j'ai un master 2 dans une école qui s'appelle le CELSA, qui forme des journalistes et des managers des médias. Donc voilà, j'ai passé 5 ans à étudier le monde des médias, la question de la production de l'information et de sa réception. Et ensuite, pendant 10 ans, j'ai travaillé dans des sociétés de production. Et puis dans diverses sociétés de production, comme réalisateur ou assistant de production. Et pendant 2 ans pour Arte, au pôle web d'Arte. Voilà un peu. Et puis après, en 2015, j'ai cofondé la SMALA avec 2 partenaires et puis bien sûr tout un collectif derrière. On reviendra un peu sur la SMALA pour ceux qui connaissent pas brièvement et pour voir un peu les actions qu'on met en rapport avec cette question du complotisme. Alors je crois qu'il y a un portable
dans la salle, puisqu'on a quand même aussi un public. Hein, voilà, on a distance, mais on a quand même du public ce soir. Voilà pour ma présentation. Je passe la parole à Paco, comme ça il peut se présenter aussi brièvement et je coupe. Oui, bonjour à tous, enfin rebonjour. Moi, je suis du coup Paco. Je suis conseiller médiateur numérique depuis 2 ans et demi maintenant à l'ASMALA. Moi, j'ai pas fait d'études dans le journalisme à la base, ni dans la médiation numérique. Je suis simplement rentré, je suis rentré dans ce milieu par le biais de la formation Grande École du Numérique qu'a mis en place l'ASMALA début 2018. Et suite à cette formation, je me suis fait embaucher, mais ça fait du coup maintenant 2 ans et demi que je mets en place des ateliers d'éducation aux médias et au numérique avec toutes sortes de publics sur tout le territoire, des Landes et dans le Pays Basque, dans la Gironde. Et pour vulgariser un petit peu, moi, je suis pas spécialiste en particulier d'un sujet du numérique ou des médias, mais je suis un petit peu comme le médecin généraliste qui, lui, va pouvoir diagnostiquer et vous donner un avis sur tout le corps, mais qui n'est pas spécialiste d'une partie du corps en particulier. Moi, c'est pareil. Moi, ce que je fais, c'est de l'éducation, de l'initiation et de la formation au numérique et aux médias auprès de tout type de public. Et moi, pendant ces différents webinaires qu'on va mettre en place, j'aurai un petit peu plus le rôle de l'aspect technique, de l'aspect du fonctionnement concret des choses que je viendrai vous expliquer. Voilà. Ok, bon, et du coup, on va se lancer. On en a à peu près pour... alors, on espère à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, enfin une demi-heure, on va dire, une demi-heure, 48 minutes, et ensuite on va réserver le dernier quart d'heure pour voilà, vos questions, vos remarques et vos suggestions. Et si jamais on a prévu plus large, si jamais vous avez envie qu'on continue, on pourra continuer sur le sujet et rentrer plus dans le fond, comme je vous le disais. Alors, hop, slide 2. Du coup, pour se lancer en préambule de tout ça, et je pense qu'on en a tous conscience ici, c'est que malgré le fait que souvent les théories du complot proposent une lecture simpliste ou en tout cas voilà, assez binaire du monde et des choses, le complotisme en lui-même, cet objet-là d'étude, est un objet complexe, qu'on dit multifactoriel. Parce que on ne peut pas. Alors attendez, je reprends. Je vais essayer de pas trop lire en même temps, mais j'ai quand même des choses écrites. Alors voilà. Mais il est multifactoriel parce qu'on peut pas l'expliquer avec une seule donnée. C'est-à-dire on peut pas. On peut l'expliquer d'un point de vue sociologique, on peut l'expliquer d'un point de vue culturel, on peut l'expliquer d'un point de vue économique. On le verra au fur et à mesure des séances. Le complotisme a toujours existé. Et on va voir qu'il prend différentes formes selon le contexte économique, sociologique, culturel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le complotisme, malheureusement, on ne peut pas le combattre par la vérité. On peut pas, en gros, grâce à des arguments factuels de vérité, arriver à démontrer sa fausseté. C'est quelqu'un qui croit à une théorie complotiste, il n'entendra pas forcément des arguments, même s'ils sont factuels, vérifiés, archi-vérifiés. Ok, voilà, ça sera compliqué d'avoir un débat frontal, et c'est d'autant plus difficile d'amener des arguments des contre-vérités, on va dire, ou des arguments de vérité, parce que souvent aussi, c'est difficile de démontrer quelque chose qui n'existe pas. Donc souvent ça va être l'écueil dans lequel on va tomber, c'est de dire bon, on a tous entendu parler de complot, mais s'il y a un grand complot sur bon, les élites qui nous dirigent sont des reptiliens ou sont des lézards en fait, bon voilà, là, c'est difficile, c'est difficile d'amener des contre-arguments là-dessus. Bon, après, encore une fois, libre à chacun de croire que ça existe ou ça n'existe pas. Hein. Là, encore une fois, on ne veut pas rentrer dans ce débat-là, mais voilà, vous voyez où on se situe là sur le niveau de débat, il n'est pas forcément évident. Alors, du coup, la question qu'on se pose, c'est comment faire pour ne pas rentrer en opposition avec une personne et plutôt à tourner son esprit critique, parce que s'il y a soupçon de complot, c'est qu'il y a quand même esprit critique.
hein, mais on va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire esprit critique et comment on le tourne, et comment cet esprit critique-là, on l'amène plutôt du côté lumineux de la force, c'est-à-dire vers le côté de l'action, alors l'action de l'action qui n'irait pas sur des luttes, hein, comme ça peut être le cas quand on se radicalise et qu'on va faire le djihad, mais qui serait pas sur de l'action négative, le côté obscur, mais plutôt le côté lumineux, en essayant de faire des actions plutôt positives. Ou pour citer Cynthia Fleury, qui est une philosophe que vous connaissez peut-être et qui est assez médiatique et qui est pas mal restée, enfin qu'on a vu pas mal tourner sur les plateaux, sur les radios ou les plateaux télé, avec son livre Sigil amer, comment en fait éviter un trop plein d'amertume qui nous amènerait à du ressentiment et à une forme extrême de radicalisation. Parce que c'est ça aussi le complotisme, ça peut nous amener à cette amertume-là dont parle très bien Cynthia Fleury, et j'en parlerai pas là forcément, je m'étendrai pas dessus, mais et cette amertume-là, elle peut nous amener à du ressentiment, et quand on a du ressentiment, c'est très difficile de transformer cette énergie ou de la dévier en quelque chose de plutôt positif. Donc, selon nous, à la Smala, une des manières peut-être de combattre ce phénomène-là, c'est d'acquérir une méthodologie d'acquisition des savoirs, c'est-à-dire de se poser la question du chemin qui nous conduit à la pensée complotiste ou qui nous conduit à une information. Donc, grosso modo, ça veut dire replacer l'information dans son contexte et de se poser ou la fausse information, et de se poser les bonnes questions, les questions basiques, qui parlent, dans quel but, avec quels moyens il diffuse son information, et surtout, moi, quand je reçois cette information, qui je suis et quels sont les différents biais psychosociologiques qui pourraient expliquer une adhésion à une information ou à une autre. Du coup, c'est un des premiers objectifs de ces petites conférences interactives. Je l'ai mis. Ah voilà, j'ai juste inversé les deux slides. Mais le premier objectif, c'est donc de trouver son chemin dans ce dédale de la pensée, en faisant un tour d'horizon et une synthèse des idées et de la littérature qui est abondamment disponible sur ce sujet, tout en évitant la stigmatisation facile. Grosso modo, depuis 2015, depuis les attentats de Charlie Hebdo et puis du Bataclan, on a vu en France ce phénomène complotiste exploser. Alors, il préexistait bien avant Internet et bien avant ces attentats, mais en tout cas là, on a vu vraiment qu'il a explosé, notamment sur YouTube. Que le gouvernement derrière a essayé de prendre en main ce sujet. On voit qu'il continue aujourd'hui à essayer de prendre en main ce sujet de diverses manières, pas toujours très heureuse d'ailleurs. Mais voilà, donc l'idée c'est un peu de faire un tour d'horizon ensemble de ce qui existe sur la question, et donc c'est nous, c'est notre rôle un peu de vous proposer une synthèse de tout ça, et de surtout pas être dans une stigmatisation de gens qui seraient complotistes ou non complotistes. Enfin voilà, l'idée c'est encore une fois, c'est pas de juger les personnes, mais c'est de bien comprendre le cheminement d'une information et le cheminement d'une pensée. Et donc, pourquoi on a proposé ce cycle de conférences interactives? Une des premières raisons, c'est une raison personnelle qui a rejoint des préoccupations de divers membres de la Smala, d'adhérents ou pas, d'adhérents ou non, mais en tout cas des gens qui gravitent dans notre cercle. C'est de dire en mars, le 14 mars exactement, je crois, la date de l'annonce du confinement, on s'est retrouvés face à nos écrans et on nous a annoncé le confinement, on nous a expliqué cette pandémie comme un état de guerre. Et on s'est tous retrouvés face à cette information de manière un peu désemparée, effrayée. Voilà, on a été dans une forme de stupéfaction. Et plus généralement, ce confinement nous a mis face à nos écrans, nous a mis en lumière la place qu'occupe le numérique dans nos vies et l'a exacerbé d'une certaine manière, puisque on est passé du travail au télétravail, de la médecine à la télémédecine, même si c'est des choses encore qui préexistaient avant le confinement, mais en tout cas tout ça est venu se dupliquer.
et s'intensifier. Et puis on parlait d'apéro Skype tout à l'heure, mais effectivement les rendez-vous entre amis se sont transformés en apéro Skype. Et on s'est retrouvés face à nos ordinateurs, face aussi à nos réseaux sociaux, avec un flux d'informations qui nous arrivait en permanence, qu'on avait plus ou moins du mal à gérer, et moi le premier, c'est-à-dire que quand je me suis retrouvé les 2 premières semaines dans ce confinement, je scrollais mon mur Facebook, Instagram beaucoup trop souvent qu'il fallait, et là j'avais une diffusion d'informations qui me rendait pas bien. Et je crois qu'on est nombreux à avoir eu ce sentiment-là de ce qu'on appelle l'info-obésité, et l'envie d'un moment donné de vouloir décrocher et de prendre du recul par rapport à ça. Parce que sur ces médias-là, on a encore une fois, cette pandémie a mis en valeur quelque chose qu'on avait déjà vu par ailleurs, notamment quand il y a des événements comme ça un peu sidérants, a mis en avant le nivellement de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, qui est une des principales sources d'information de la plupart des gens, puisque, pour rappel, 60% des Français sont connectés aujourd'hui et utilisent un réseau social. Donc c'est énorme, ça représente les 2 tiers de la planète. Ça représente les 2 tiers, pardon. Les Français ne représentent pas les 2 tiers de la planète, mais les gens connectés aux réseaux sociaux c'est environ 2 tiers de la planète. On a vu que sur ces plateformes-là, il cohabitaient plusieurs formes de discours. Il y avait d'abord, bien sûr, la parole des politiques, le registre des politiques, c'était d'expliquer la gestion ou la non-gestion de la crise, c'est-à-dire comment on fait face au Covid. Voilà. Alors avec toutes les erreurs, les formes de propagande, les formes de communication qui va avec. Hein. Ensuite, on a une deuxième catégorie de public qui s'exprime, ce sont les experts ou aussi les médecins, puisqu'on a vu que les médecins, les urgentistes, les virologues, enfin les scientifiques, leur parole a beaucoup été mise en avant, à la fois sur les plateaux télé, mais aussi sur des médias, on va dire des médias classiques, mais aussi sur YouTube, etc. Ils prenaient la parole soit de leur propre chef, soit parce qu'ils étaient relayés par les médias. Mais grosso modo, eux, leur registre, c'était de nous expliquer, de nous dire ce qu'ils savaient de la situation, du virus, mais aussi nous montrer et dénoncer la situation dans laquelle ils étaient, puisque ça aura échappé à personne que la situation a été au début a été assez compliqué à gérer et que forcément les personnels hospitaliers, les médecins, etc. se sont retrouvés sous l'eau et du coup il y a eu beaucoup de prises de parole qui montraient ça. Ensuite, on avait un troisième, sur les réseaux sociaux, il y avait une troisième catégorie d'acteurs, on va dire, ce sont les médias, donc les médias qui relayaient ces paroles d'experts, de scientifiques, mais aussi de politiques, qui la relayaient, qui informaient de la situation de manière générale, et puis qui nous montraient ce qui se passait à l'étranger, et aussi qui confrontaient les différents points de vue. Donc par différents débats, etc. Et enfin, il y a eu, bien sûr, ça c'est du coup avec l'apparition de ce qu'on appelle le web 2.0 ou le web interactif, il y a la parole des citoyens, où tout un chacun peut s'exprimer, tout un chacun peut donner son point de vue, s'indigner, proposer une théorie, proposer une vision de la situation, et avec ce qu'il a comme bagage ou comme connaissance ou comme savoir. C'est-à-dire, pour la plupart d'entre nous, on n'est pas médecin, on n'est pas virologue, on n'est pas politique. Donc voilà, donc on essaie de donner son opinion sans forcément avoir les connaissances, mais aussi la rigueur qui permet de dénoncer un point de vue compréhensif, mesuré, ou voilà. Et c'est là du coup qu'on a vu apparaître beaucoup de messages conspirationnistes. Et c'est là-dessus, c'est sur un peu cette dernière parole, même si on va parler des médias aussi, mais on va quand même aussi beaucoup
s'intéresser à la parole conspirationniste, mais grosso modo, c'est ça qui nous a interpellés, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés avec des messages de messages d'amis, enfin une timeline Facebook, un fil Facebook avec des amis, des membres de notre famille, des collègues qui relayaient des choses qui moi m'ont profondément interpellé et qui ont profondément aussi remis en question un peu mon rôle au sein de l'association. C'est-à-dire qu'ok, vous verrez, on vous présentera vite fait, on fait des ateliers d'éducation aux médias, on touche peut-être 600 jeunes tous les ans, avec Paco notamment. Mais au fond, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans nos cercles proches? Comment on parle de ces questions? Et ça, c'est pas évident parce que, et moi en premier, je me rends compte que c'est difficile de trouver un espace où on peut développer un propos. Voilà, si on est au bar, bon bah, et comment on fait? Moi personnellement, je suis pas à l'aise avec une discussion de comptoir. Bon, mais comment on fait pour parler de ces choses-là sereinement, quoi, avec des amis, de la famille ou des collègues de travail. Donc voilà, ça nous a interpellés. Ça, c'est venu, ce questionnement est venu rejoindre des questionnements que nous ont fait part d'autres membres de la SMALA, et notamment Jean-Pierre qui est ici. Et on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut proposer pour parler de ça sereinement? Voilà. Du coup, là, aujourd'hui, le public est un peu plus ouvert. Hein. Il y a des gens de la SMALA, mais aussi d'autres personnes. Mais voilà, c'est d'essayer de trouver, c'est d'essayer de créer cet espace commun là-dessus. Notre positionnement sur voilà, donc le premier objectif, c'était là. Hop, pourquoi la pensée? Voilà. Notre positionnement dans tous les cas, nous, c'est bien de dire que si on s'intéresse à ces sujets-là, c'est parce que pour nous, il y a une notion pour nous, le complotisme peut être dangereux. Une pensée complotiste peut amener vers des formes, peut amener des dangers à la fois pour le socle, les fondements de la démocratie, mais aussi la vie en société, mais aussi pour les individus eux-mêmes. Donc, si je développe un peu ça, mais on tenait à commencer par ça pour pas minorer ce problème-là, pour pas minorer ce modèle-là, enfin ce problème-là, et surtout derrière, on le remettra dans le contexte qui est aujourd'hui de l'utilisation des réseaux sociaux, d'une hyperconnexion, d'une hyperinformation, etc. Première chose sur laquelle on voudrait insister, il est dangereux. Pourquoi la pensée complotiste est dangereuse? Parce qu'à notre sens, elle vient nuire à notre libre arbitre. Parce qu'en nous poussant à toujours douter de tout, les théories du complot nuisent à notre capacité d'agir et de penser de manière libre. C'est-à-dire, on pourrait, face au complotisme, on pourrait mettre en miroir la grande question de qu'est-ce qu'être la grande question philosophique de la liberté, et se rendre compte peut-être que dans un premier temps, une pensée conspirationniste peut nous mettre dans une situation où on a l'impression qu'on détient la vérité par rapport à ceux qui seraient dans l'illusion ou qui fermeraient les yeux. Or, cette pensée, elle peut amener à une forme de radicalisation, elle peut amener aussi à une forme une incapacité d'agir, et donc on peut se demander en quoi vraiment on est libre face à ça. Et donc voilà, ça c'est la première raison au niveau de l'individu. Ensuite, deuxième raison, c'est pour la santé publique. Donc ça, on a vu que la pandémie du Covid a mis en valeur ça. Les thèses conspirationnistes proposaient une lecture du coronavirus qui était de dire que il avait été créé en laboratoire, qu'il aurait été même breveté, que son vaccin contiendrait des nanotechnologies et que les autorités voudraient le rendre obligatoire pour ce vaccin-là pour contrôler la population. Donc ça, c'est des théories qu'on a vues qui ont beaucoup circulé. Donc face à ces théories-là, les gestes barrières, les préconisations du gouvernement, légitimes ou pas. Hein. Moi, je dis pas que on subit pas une réduction de nos libertés individuelles ou que le gouvernement fait tout bien. Je dis pas ça. Je dis juste que voilà, dans un contexte sanitaire où on ne maîtrise pas bien le Covid, on maîtrise pas bien ce virus. Et où il faut réagir vite, une pensée conspirationniste, forcément, ça va mettre un peu ça va nous mettre en danger d'une certaine manière par rapport à ça.
Mais précédemment, on avait vu qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui dénonçaient le danger de tel ou tel vaccin, suite à un complot toujours pareil entre laboratoire et gouvernement. Et on a vu que ces complots-là ont eu pour conséquence des campagnes de vaccination pas assez suffisantes et une résurgence du coup de maladies qui avaient disparu, c'est-à-dire la rougeole ou la polio. Donc là, on voit qu'il y a aussi danger pour la santé publique. Troisième danger selon nous, c'est pour la démocratie. Alors, encore une fois, je dis, on va pas tout mettre sur le dos des fake news et des complotistes. Hein, mais c'est juste, ça fait partie, c'est un ingrédient en plus qui vient grignoter un peu les fondements de la démocratie. Et je donne deux exemples, mais que vous connaissez certainement. La campagne de Donald Trump, qui était en partie basée sur des mensonges. La campagne du Brexit aussi. On avait vu qu'il y avait eu tout un tas de mécanismes et de stratégies qui sont avérées aujourd'hui, mais des réelles stratégies pour mettre en place et diffuser massivement des fake news et des théories complotistes pour justement accéder à l'élection présidentielle. Donc voilà, 5 ans après, aujourd'hui, on a du recul, mais on voit aussi que tout au long de la campagne de Trump, tout au pas de la campagne, mais du mandat de Trump, on voit qu'il était dans ce qu'on appelle, et on le définira plus tard, dans la post-vérité, en tout cas qu'il était dans la négation de tout un tas de choses, en mettant en avant, lui, son propre sentiment, sa propre opinion, au détriment des arguments scientifiques, politiques ou autres. Le premier était le jour de son investiture, où il a affirmé qu'il avait eu plus de monde que lors de l'investiture de Barack Obama. Toutes les images le montraient que non, c'était faux. Bon, bah pour lui, c'était des fake news. Et donc, ses partisans, il encourageait ses partisans d'une certaine manière à suivre, lui, ce qu'il pensait. Du coup, à remettre en question, d'une certaine manière, la vérité. Et puis on voit que même ces derniers jours de mandat se sont terminés sur une fake news, puisque jusqu'au dernier moment, il aura contesté l'élection présidentielle en disant qu'il s'était fait voler l'élection, alors que, bon, là encore, alors on peut tout remettre en question, mais en tout cas, les chiffres et les contre-pouvoirs aux États-Unis avaient l'air de montrer que grosso modo, non, ça n'avait pas été remis en question. Et cette remise en question, elle a poussé à, on a vu la prise, en tout cas, c'est pas la prise du Capitole, mais l'envahissement du Capitole par les plus partisans extrêmes de Trump. Et ça a fait quand même 4 morts. Et le quatrième, enfin, et du coup, moi, c'est par cette porte-là que je suis rentré dans les théories du complot et que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. C'est parce que on a vu que, et ça, c'était on en parlait beaucoup en 2015 quand il y a eu des vagues d'attentats djihadistes, c'est que la plupart du temps, c'est-à-dire pratiquement dans la majorité des cas, une radicalisation commençait d'abord par une remise en question de la société, mais comme on peut tous le faire, une recherche de médias alternatifs, mais comme on peut tous le faire aussi, hein, c'est pas la question du média alternatif qui pose problème encore, mais sauf que ces médias alternatifs pouvaient poser problème dans la mesure où ils diffusaient, où ils peuvent diffuser des théories complotistes, voilà, et qui du coup, en expliquant en donnant une vision du monde tronquée, mais en expliquant de manière simple les choses, et ces jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes, mais bon, la plupart ce sont quand même des jeunes en opposition au système, pouvaient se dire qu'il y avait un problème, et le djihadisme faisait partie d'une solution, en tout cas prendre les armes pouvait faire partie de la solution. Et souvent, ça commençait pas sur la radicalisation islamiste, par exemple, ne commençait pas sur le terrain du complotisme je sais pas, sur le terrain religieux, il commençait sur des terrains des inégalités sociales, sur le terrain de la malbouffe ou la malnutrition dans les pays en Afrique, sur le terrain de la finance. Donc c'est des questions, c'est des questions qu'aujourd'hui beaucoup de politiques traitent et qu'on a tous envie de traiter. C'est des questions qui vraiment qui posent un souci aujourd'hui de manière globale. Mais voilà, ils commençaient par des entrées comme ça assez consensuelles, on va dire, pour derrière arriver à proposer des solutions
un peu toutes faites. Enfin, voilà, ça mettait après du temps parce qu'ils rencontraient derrière d'autres djihadistes, etc., etc. Mais voilà, ils amenaient derrière la solution, le djihadisme comme une solution. Voilà, dans la slide, je mets le conspirationnisme comme la radicalisation nourrissent un sentiment de revanche chez les jeunes qui se sentent exclus de notre société. Et le complotisme est une façon d'expliquer pourquoi ils ont échoué. Ou pourquoi ce groupe social a échoué. Ça peut être une autre raison. Paco, tu me dis s'il y a des questions ou quoi. Des mains levées, hein, je regarde pas trop. Mais, Pour le moment, il y a une question qui demande si n'est-ce pas un moyen de buzz pour les médias politiques aussi. Ok. Alors, je ne sais plus, Eric, à quel moment c'était il y a 3 minutes. Mais du coup, je continue, Eric, si ça te va, le déroulé de ma présentation. Et puis après, on passe aux questions. Et ça, par exemple, c'est des questions qu'on va aborder peut-être un peu plus tard dans le webinaire. De quoi ? Il est 13. Ok. Ok. Donc, du coup, que fait la SMALA dans tout ça et c'est quoi, nous, notre positionnement? Alors, peut-être que pour certains, vous retrouvez vous allez pas être surpris, vous allez pas. Mais je pense que c'est important quand même de le dire parce que au fondement de la SMALA, il y a ce questionnement, quoi. Moi, quand en 2015, je décide de me lancer dans l'aventure et de monter cette aventure avec Guillaume et Denise, c'est parce que derrière, moi, je suis profondément choqué et heurté par ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, par la diffusion de fausses infos, et je me dis bon bah c'est cool de travailler à Arte, c'est cool de faire des documentaires ou des séries interactives où il y a 1000 personnes qui regardent à tout casser, mais au grosso modo à quoi ça sert, quoi. Et donc moi dans cette idée de créer la SMALA, il y a au fondement il y a ça, quoi. Bah, comment on transmet ou comment je peux transmettre ce que j'ai appris des médias aux jeunes en particulier, après à tout un chacun, mais on va dire aux jeunes. Donc que fait la SMALA dans tout ça? Bah, du coup, depuis 2015, elle fait des ateliers d'éducation aux médias. Donc on fait des ateliers radio, des ateliers vidéo, des ateliers création de chaînes YouTube, des ateliers création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc tous ces ateliers sont faits de manière ludique et dans le but derrière d'amener un peu de théorie et surtout d'amener de proposer un espace de réflexion, de questionnement sur ces usages-là. Voilà, quand on propose des ateliers de création vidéo, ben on va par exemple parler avec des jeunes, hein, même des tout petits, avec des 9-10 ans, on va pouvoir parler par exemple de sémiologie, de qu'est-ce qu'une image, comment on peut l'analyser, qu'est-ce qu'elle raconte cette image, les couleurs, les formes, les mouvements de caméra, etc. Pourquoi ça a du sens de regarder tout ça, parce que les complotistes ou n'importe quel média, complotiste ou pas, etc., utilisent un langage propre à l'image, et du coup ça nous paraît primordial dans une société où on a un déferlement d'images de connaître ce langage-là. Donc voilà, on va parler aussi après de manière plus théorique sur ce que sont les médias, comment ils sont financés, par qui ils sont détenus, etc., etc. On va, qu'est-ce qu'on fait aussi du coup pour traiter et s'emparer de cette question? Ben, on crée des lieux de vie. Le premier lieu de vie qu'on a créé, c'est le café associatif là dans lequel on est. L'idée derrière ce café, c'est de dire ben on va essayer de proposer des activités pour tout le monde, pour tous les goûts, pour toutes les générations. Et du coup, on va essayer à l'époque, en 2017, quand on a ouvert ce café, il n'y avait pas de café ouvert toute l'année dans Saint-Julien-en-Born. Aujourd'hui, il y en a 2. Enfin, il y en a une deuxième qui a ouvert, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et du coup, c'était de se dire, bah, et surtout, même si ce projet préexistait avant, il y a eu la demande du maire de Saint-Julien-en-Born qui nous a dit, bah, moi, dans mon centre-bourg, j'ai plus de café. Et du coup, les gens peuvent plus se retrouver. Bon, bah, du coup, voilà, on a pris la balle au bon et on a monté ce café en lieu de vie. Ensuite, à la suite de ce café, on a créé aussi un espace de travail partagé et on a créé un atelier de fabrication partagé autour on va dire, du travail manuel et des compétences artisanales.
en gardant cette idée transversale qu'il fallait aussi s'emparer de l'outil numérique, parce que ce soit pour les médias, mais aussi pour son futur travail ou pour faire ses papiers d'identité, etc., etc. Aujourd'hui, le numérique est partout, et c'est dire, nous, à l'époque, on a des compétences là-dessus, comment on les met à disposition aussi sur le territoire. Donc c'est un peu ça derrière ces lieux-là. Il y a cette question transversale du numérique qui est prégnante. Et enfin, une troisième proposition par rapport à cette question, c'est que cette année, on a lancé un campus rural. Donc c'est une proposition expérimentale qui est financée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est financée par la Fondation Orange, la région, et qui en fait propose un dispositif de repérage, de remobilisation et de formation pour des jeunes éloignés de l'emploi et des jeunes du territoire entre 18 et 30 ans. Et derrière ces programmes-là, ces 3 étapes-là, à chaque fois, on va pouvoir parler de citoyenneté, on va pouvoir parler d'engagement politique, on va pouvoir parler des médias, des réseaux sociaux, de complotisme, etc. Donc derrière, il y a une finalité professionnelle derrière ce campus rural. L'idée, c'est que les jeunes soit créent de l'activité, soit trouvent un travail ou reprennent des études. Mais en filigrane, quand même, il y a ce côté citoyen et éducation populaire qui est très fort. Et d'où derrière ce qu'on entend derrière éducation populaire, il y a le côté politique qui nous tient à cœur. Alors politique, pas forcément partisan, de droite ou de gauche, mais en tout cas politique dans le sens retrouver un pouvoir d'agir et de l'action sur la vie de la cité, et en particulier pour les plus jeunes qui peuvent se retrouver dans des phases un peu de désarroi, surtout en ces temps de pandémie. Grosso modo aussi, l'idée c'est de redonner un horizon, quoi. Enfin, de redonner, c'est un peu prétentieux de notre part. C'est pas l'idée de redonner, parce que certains, il y a plein de jeunes qui en ont encore, mais c'est souvent on a des jeunes qui, là, les jeunes que vous voyez en photo, on les a eus pendant 21 jours en séjour de remobilisation. Pour la plupart, ils étaient sur le territoire, mais ils n'avaient pas d'amis et ils sortaient pas de chez eux. Ok, là, ils sortaient pas de chez eux parce qu'ils sont face à leur ordinateur et face soit à leurs réseaux sociaux, soit aux jeux vidéo. Et donc, du coup, nous, cette idée, c'est de les sortir de ça déjà, de les sortir de chez papa et maman, de les sortir de leur chambre et de questionner avec eux leur envie dans quoi ils ont envie de s'engager, vers quoi ils ont envie d'aller, quoi. Donc, c'est en ça que je parle d'horizon, quoi. C'est leur faire rencontrer des gens et de leur proposer des activités qui leur permettent de se remettre en route. Voilà, et cette question-là d'horizon, elle va rejoindre le point suivant, mais je fais juste une toute petite pause parce que je me suis pas branché en batterie. Je me mets mon chargeur. Bon, voilà, ça c'est pour les actions concrètes de la SMALA, et voilà pourquoi on parle de complotisme, et voilà d'où on en parle et comment on en parle. Et il me paraissait important aussi là, dans cette première introduction, de poser le contexte théorique aussi sur lequel on s'appuie. Merci Paco. Le contexte théorique ou pour parler un peu plus de manière universitaire, le corpus théorique, c'est quoi les lectures, c'est quoi les pensées qui nous nourrissent pour penser ça. Et j'aurais pu citer, il y a plein de chercheurs en sciences de l'information et de la communication. Moi, c'est le domaine d'où je viens, donc c'est forcément avec ce biais-là que je parle. Il y a plein d'auteurs de ce champ-là qui nous intéressent et qui nous nourrissent. J'aurais pu parler aussi de Michel Serres et de Bernard Stiegler, auxquels on est très attachés sur la pensée numérique et épistémologique. Mais là, je vais vous parler de 2 petits livres qui moi me paraissent qui sont en tout cas moi philosophiquement qui me nourrissent et qui surtout m'ont permis en fait de décentrer le questionnement du complot sur la question plus large je parlais d'horizon, mais de l'horizon commun et de la culture commune. C'est-à-dire que alors si je commence, et là je vais vous lire certains passages, voilà, si ça vous va aussi pour comprendre un peu. Alors ça, ce premier livre, c'est Edgar Morin. On a l'impression d'être à la grande librairie là.
le dernier livre d'Edgar Morin, donc philosophe que vous connaissez certainement, et qui fait un petit manuel qui s'appelle Enseigner à vivre, manifeste pour changer l'éducation, et qui essaie de faire des liens entre le côté philosophique et le côté pragmatique des choses, c'est-à-dire voilà comment ça se passe ou comment ça pourrait se passer sur le terrain. Alors c'est plus philosophique que pragmatique, hein, j'imagine enfin, c'est pas un manuel pour mettre en place le changement, mais en tout cas, il donne des pistes de réflexion et d'analyse que je trouve hyper intéressantes, notamment dans le cadre, nous, de la création de ce campus rural. Donc, si je prends la page 35, dans le chapitre Affronter les incertitudes, donc je vous lis quelques passages choisis. L'enseignement devrait comporter un enseignement des incertitudes qui sont apparues dans les sciences physiques, microphysique, etc., les sciences de l'évolution biologique et les sciences historiques. Plus loin, on ne peut plus éliminer l'incertitude car on ne peut pas connaître avec une précision parfaite toutes les interactions d'un système, surtout lorsque celui-ci est très complexe. L'imprédictibilité se trouve donc au cœur même du déterminisme lui-même. L'approche par induction et déduction, qui fonde à la fois la science classique et notre façon ordinaire de connaître le monde, a été mise en question. Un peu plus loin, du coup, pour arriver sur les théories du complot, juste la page d'après. De même, la pleine conscience du piège permanent des erreurs et illusions qui prennent toujours l'apparence de vérité certaine doit susciter la mise en activité du doute. La nécessité du doute est accrue dans notre époque où fausses informations, rumeurs, ragots ne sont pas véhiculés seulement par le bouche à oreille, mais sont propagés avec une vitesse et une amplitude inouïes par Internet. Il faut savoir aussi que le doute incontrôlé et illimité se transforme en la certitude paranoïaque que tout est faux ou mensonger. Il faut aussi savoir douter du doute. Et cette notion, je la trouve hyper intéressante parce que parce qu'apprendre à douter de ses propres doutes. Cela nécessite ici encore et plus que jamais le recours à la réflexion si nécessaire à l'efficacité de la pensée et de la décision est sacrifiée au nom de l'efficacité de la pensée et de la décision, efficacité calculée selon la logique quantophrénique des experts, très rarement soumise à méditation. Grosso modo, le fait qu'on soit poussé toujours plus à s'exprimer, la réflexion est sacrifiée à la décision et à l'efficacité de la pensée plutôt qu'à vraiment la méditation et la prise de recul. Voilà, 38, 39. L'abandon. Okay. Et juste ce dernier passage, l'abandon des conceptions déterministes de l'histoire humaine qui croyaient pouvoir prédire notre futur, l'examen des grands événements et accidents de notre siècle qui furent tous inattendus, le caractère désormais inconnu de l'aventure humaine doivent nous inciter à préparer les esprits, à s'attendre à l'inattendu pour l'affronter. Il est nécessaire que tous ceux qui ont la charge d'enseigner se portent aux avant-postes des incertitudes et de nos temps. C'est intéressant de voir comment il place l'incertitude pour les prochaines années là au cœur un peu de l'enseignement. Je ne sais pas à quel point l'incertitude a toujours été une donnée pour n'importe quelle génération finalement, parce que quand on regarde les documentaires d'Arte sur l'histoire bruyante de la jeunesse, on voit que dès l'après-guerre, il y a de l'incertitude, que grosso modo chaque génération fait face à ses propres incertitudes. Mais ce qui me paraît, donc du coup, j'imagine que c'est pas nouveau. Par contre, ce qui me paraît intéressant, c'est comment on enseigne cette incertitude-là, comment on y fait face. Et ensuite, je vous propose vite fait un passage sélectionné d'un livre qui s'appelle « Où atterrir, comment s'orienter en politique » d'un philosophe qui s'appelle Bruno Latour, pareil, qui a fait pas mal pendant la pandémie, qui a fait pas mal de plateaux télé. Il a été, c'est un des philosophes les plus connus en France et les plus connus dans le monde. Et ce livre, il m'a paru super intéressant parce qu'il posait la question du territoire. À travers la crise écologique, comment en gros on arrivait à faire un territoire. Et il a notamment des passages sur la pensée complotiste ou le phénomène du complotisme qui me paraissent super intéressants. 37. Page 37. On ne se rend pas assez compte que la question du climato-négationnisme organise toute la politique du temps présent. C'est donc bien légèrement que les journalistes parlent d'une politique post-vérité. Ils ne soulignent pas pourquoi certains ont décidé de continuer à faire de la politique en abandonnant volontairement le lien à la vérité qui les terrifiait, et avec raison.
ni pourquoi les gens ordinaires ont décidé eux aussi, avec raison, de ne plus croire en rien. Au vu des couleuvres qu'on a voulu leur faire avaler, on comprend qu'ils se méfient de tout et ne veulent plus rien entendre. La réaction des médias prouve que la situation n'est pas meilleure, hélas, chez ceux qui se vantent d'être restés des esprits rationnels, qui s'indignent de l'indifférence au fait du roi Ubu ou qui flétrissent la stupidité des masses ignares. Ceux-là continuent de croire que les faits tiennent tout seuls, sans monde partagé, sans institutions, sans vie publique, et qu'il suffirait de ramener tout ce bon peuple dans une bonne salle de classe à l'ancienne, avec tableau noir et devoirs sur table pour que triomphe enfin la raison. Eux aussi sont pris dans le retz de la désinformation. Ils ne voient pas qu'il ne sert à rien de s'indigner que des gens croient à des faits alternatifs quand ils vivent en effet dans des mondes alternatifs. La question n'est pas de savoir comment réparer les défauts de la pensée, mais comment partager la même culture, faire face aux mêmes enjeux devant un paysage que l'on ne peut explorer de concert. On retrouve là le vice habituel. Voilà. Bon. Voilà. Là, moi, cette notion, elle est intéressante parce que justement, elle vient un peu stigmatiser les deux parties, c'est-à-dire ceux qui pensent, ceux qui fustigent les complotistes comme les complotistes, et d'une certaine manière, la vision qu'ils donnent, c'est de dire que bon, vous lirez le livre, mais quand Trump décide de nier le réchauffement climatique, il crée une réalité alternative. Et donc, du coup, il amène tous ses partisans et tous les gens qui se sentent dépassés par cette question, d'une certaine manière, il les amène avec lui, quoi, dans une réalité alternative. Et du coup, il pose la question de la place des institutions et la place des politiques et la place du discours commun ou de la culture commune. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, plutôt que d'effectivement de ramener les gens dans des classes ou leur dire qu'ils pensent pas bien. En fait, comment on questionne le vivre ensemble, quoi, pour parler avec une grande phrase, quoi, ou utiliser un grand terme. Et je sais plus, ah ouais, page 51. Voilà. Et du coup, pour faire le lien avec son titre, Où atterrir, un tout petit paragraphe. Comme on l'a vu, il est bien inutile de s'indigner sous prétexte que les électeurs trumpistes ne croient pas aux faits. Ils ne sont pas idiots. C'est parce que la situation géopolitique d'ensemble doit être déniée que l'indifférence aux faits devient tellement essentielle. S'il fallait prendre en compte la contradiction massive entre fuite en avant et fuite en arrière, il faudrait se préparer à atterrir. Et en fait, du coup, derrière ce livre, il y a la question de la mondialisation, et de comment on la questionne et comment on y fait face, justement avec toutes ces contradictions. Quand on achète un téléphone, un smartphone pas cher, même de seconde main, il a été en partie fabriqué par des Ouïghours, des musulmans dans des centres de travail forcé en Chine. Alors, pas tous les téléphones, etc., que certaines marques, mais la mondialisation, quand on achète, sans parler des Ouïghours, le silicium et tous les matériaux, les terres rares qu'il y a à l'intérieur et qui font marcher nos nouvelles technologies, elles sont extraites à des millions de kilomètres de chez nous, avec un impact environnemental et social qui est énorme. Et du coup, on fait face à ces contradictions-là de cette mondialisation. Et du coup, ce qui est intéressant avec la question de Bruno Latour, c'est dit, si on veut d'une certaine manière vivre sereinement, il faut presque dénier cette question. Et du coup, on aura tendance à croire des discours comme ceux de Trump, par exemple, ou comme d'autres. Il n'y a pas que Trump. On l'a vu un peu avec le Brexit, ou on le voit aussi en Turquie. Voilà, voilà pour un peu poser le contexte. Donc, grosso modo, ça nous amène à ce deuxième objectif que je voudrais poser avec vous. Et je sais pas si on y arrivera, je sais pas si ça vous intéressera, je sais pas sur quoi ça débouchera, mais ça pose la question aussi de notre pratique, quoi, comment on fait de l'éducation aux médias aujourd'hui. Et je me dis que peut-être qu'avec vous, on peut aussi questionner ça. Et derrière, c'est aussi trouver le moyen de faire donc culture commune, comment apprendre à se reparler politique sans que le débat débouche obligatoirement en conflit, ou comment faire entendre aussi la nuance et prendre le temps de la réflexion. Puisque c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est cette nuance qu'on n'entend plus, ou qu'on entend, hein, heureusement que je dis qu'on n'entend plus. Il y a des très bons médias aussi qui font leur job, hein, mais en tout cas, c'est pas la nuance malheureusement qu'on attend en premier sur les plateaux télé qui font la plus grosse audience, ou les plateaux ou les plateaux radio.
Voilà, donc je crois que j'ai parlé pendant 40 minutes. Je crois que du coup, j'avais dit que je parlais pendant 40 minutes, donc peut-être que c'est bien que j'arrête et qu'on vous donne la parole. Et ouais, et voilà. Et si vous avez des questions, du coup, on n'est pas trop nombreux. Donc euh, si vous avez des questions, on peut peut-être. Il n'y a pas eu ce question des likes là et de vote, donc vous pouvez peut-être les poser directement. Voilà, et peut-être que je botterai en touche des fois, peut-être que je dirais non, là, on s'intéresse trop au fond et c'est pas notre sujet, ou peut-être que je vous dirais, bah ça, on va le voir dans la prochaine séance, mais quand même, après, on va vous faire un petit sondage pour mieux voir quelles sont vos attentes. Mais déjà, si vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit, des remarques, je suis preneur. Tout à l'heure, il y avait la question de Eric, du coup, sur. Ouais, Eric, tu veux prendre la parole? Je vois que tu lèves la main. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Oui, ma question, mais tu y as répondu par rapport au. Je me demandais si c'était pas un moyen aussi de faire le buzz pour les médias ou pour les politiques ou partis politiques, etc. Mais c'est une question à laquelle j'ai déjà la réponse. Éventuellement, c'est un fait puisque tu as, j'imagine, mais pour moi, quand tu as parlé de qui avait la main sur les médias, qui étaient les dirigeants, les financeurs des médias, je pense qu'il y a du sens dans cette question. Oui. Ok. Sinon, j'avais une autre question, c'est celle qui est, je pense que tu n'en as pas parlé, c'est aussi les outils, la multiplication de tous ces outils, notamment réseaux sociaux, qui sont, et tu me comprendras, et Paco aussi, quand on parle de médiation numérique, qui sont laissés à chacun, et on est tous à essuyer les plâtres avec ces outils-là, sans avoir il y a une publication aujourd'hui, je crois, de ministres qui veulent remettre sur la table les permis d'Internet. Voilà, on n'a pas de règles d'usage, on n'a pas de réflexion sur notre citoyenneté numérique aussi, savoir que nos propos sont lus, non pas par, comme tu le disais, au Café de la Smala, vous en discutez, mais c'est en milieu clos. Là, on est sur un milieu ouvert, où les discussions sont ouvertes avec des interlocuteurs qui vont souvent, par rapport à un Facebook, on le sait, éventuellement, les algorithmes font en sorte que notre page affiche ce qui nous intéresse. Et donc, forcément, on rentre dans un cercle vicieux lié au complotisme, ou lié aux idées, ou lié aux propos, ou lié à ce qu'on recherche aussi. Donc, je mettrais bien, je ne sais pas si tu en as parlé, excuse-moi, mais… Non, mais complètement. On avait prévu d'en parler dès l'introduction, mais en fait, en préparant l'introduction, voilà, s'est rendu compte déjà, on voulait pas finir trop tard parce qu'on veut pas faire des grosses séances. Donc, on a décidé de le mettre en introduction de la prochaine séance. Mais effectivement, on va parler à la fois des médias. Et comme tu dis, donc ta première remarque sur la recherche du buzz, notamment, mais qu'on soit média possédé par un milliardaire ou média indépendant. Hein, c'est tous aujourd'hui la course au clic. Le modèle économique fait que les médias sont poussés à cette recherche du buzz d'une certaine manière. Donc, on en parlera, et on parlera aussi derrière des réseaux sociaux et de la mécanique du modèle économique, là encore une fois, parce que souvent, on voit que le problème, il vient du modèle économique, souvent, des médias classiques comme des réseaux sociaux, et comment les réseaux sociaux nous poussent nous enferme d'une certaine manière dans une bulle, tu l'as dit, la bulle informationnelle, bulle cognitive, mais aussi nous pousse à suragir, à toujours à donner son opinion, etc., etc. Donc ça, on en parlera effectivement dans la prochaine séance. Ceinture qui a levé la main. Est-ce que j'ai répondu à tes questions, Eric? Si tu es là pour la prochaine séance, du coup, hein, je fais tout ça pour te garder. Oui, j'essaye d'être là à la prochaine séance. Merci, Vincent.
Merci. Santur, tu avais levé la main. Ah oui. Et Santur, votre prénom, c'est quoi? Ah, le micro est coupé. On vous entend pas. Oui, je disais, je préférerais par mon prénom Jean-Claude, donc en fait. Hein. Ok, parce que votre c'est affiché comme Ça Santur. me rappelle l'école, Santurde. Ah, c'est votre nom, Santur? Oui, D'accord, ok. Bah, c'est parce oui, qu'il y a nom de seulement, famille. il y a seulement qui s'affiche, il y a seulement Santur qui s'affiche. C'est pour ça que je savais pas si c'était un pseudo ou votre D'accord. nom. Donc Jean-Claude, Non, 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 excusez-moi. il n'y a pas de problème. Moi, c'était juste une question au point de vue de l'organisation donc de vos séances. Je voulais savoir s'il était possible éventuellement, si on n'a pas le temps de parler de tout, par exemple ce soir, c'est un petit peu, comment dirais-je, un peu copieux pour moi, je pense, comme pour presque tout le monde, Ouais, j'imagine. ok. Je voulais savoir s'il serait possible de rajouter une séance qui permettrait d'étaler un peu plus et d'avoir un peu plus le temps, vous, de vous exprimer et nous, d'assimiler un petit peu Ouais. Euh, tout ça. vous voulez dire à rajouter une séance en plus des 6 qui sont prévus? Oui. Ah, ben oui, bien sûr, on pourrait imaginer. C'est une proposition que je fais pour, si vous voulez, qu'on ait plus de temps à consacrer à tout Ouais, ça. ouais, ok. Pas de problème. Moi, effectivement, suivant vos retours, si ça vous paraît trop Bah, rapide. oui, c'est ça. Moi, ça me paraît, si vous voulez, depuis que je suis en retraite, bon, bah, le cerveau il tourne moins vite que quand j'étais actif, hein, entre guillemets. Et si vous voulez, là, il y a une masse d'informations que vous nous avez données. Ok. Et bon, là, sincèrement, je commence à saturer un petit peu Ouais, bien au sûr. point de vue C'est pour ça que c'est de pour tout ça ce flux, quoi. ouais, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu aller plus loin dans les Ouais. informations, qu'on s'est arrêté là et que du coup, on rentre pas dans le fond du sujet. On rentre, mais on pose J'imagine, contexte, c'est voilà. pas évident. Voilà. Ouais, ouais. Ok, bah écoutez, nous, on pourra effectivement réfléchir s'il y a besoin de plus de séances. On rajoutera des séances. Ouais. Alors, je voulais savoir aussi si on peut échanger avec la SMALA par Facebook ou je ne sais pas, ou si vous avez un site. Oui, alors on n'a pas de. Échanger, c'est-à-dire question-réponse ou donner un avis, ou, Ouais. en plus de ce qu'on fait ce soir, quoi. Ouais. En fait, on va vous proposer sur la deuxième séance un petit outil en commun qui permettra, nous, de vous donner les références sur lesquelles on s'appuie pour construire ce cycle-là. Donc, vous aurez à la fois des vidéos, des documentaires, des reportages, des articles de fond et des articles d'autres articles. D'accord. Et je me demande si on pourrait intégrer dans cet outil un espèce de forum ou alors est-ce qu'on crée je sais pas, est-ce qu'on crée bon, peut-être que d'abord vous pouvez, alors à la fin de la présentation j'avais mis, regardez, tac, j'avais mis, ah ben non c'est prochaine séance, mais bref, je peux vous donner en tout cas nos contacts. Oui, mais on les a pas sur le mail qui avait été envoyé avec tout le détail, ils sont pas dedans. Ok. Non, non, mais je me pose la question là. Ah, si c'est Paco qui vous a envoyé, donc vous pouvez répondre directement à Paco. Normalement, vous avez mon mail. Autrement, pour Facebook, moi, il n'y a aucun problème. C'est moi qui gère le Facebook et je me fais un plaisir. Ah, d'accord. Si vous avez des questions sur les médias, le complotisme ou tout autre chose. Ouais. Je suis pas trop amateur de Facebook, mais bon, je m'en sers plus ou moins comme tout le monde. Ou par mail. Et si jamais on vous répond pas parce que on a un programme et un emploi du temps assez chargé la journée, peut-être qu'on gardera vos questions pour les prochaines séances justement, et peut-être qu'on pourra commencer, introduire ou conclure les séances avec du coup toutes vos questions que vous nous aurez envoyées et on essaiera d'y répondre comme ça si ça vous va. Très bien. Ouais. Très bien, parfait. Merci. Merci à vous. Jean-Pierre, tu lèves la main. Ah, Jean-Pierre et ensuite Thierry. Ensuite, oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, Jean-Pierre, on comprend. Bon, ben merci Vincent et Paco pour ce programme-là. C'est vrai que j'en avais parlé avec Vincent de ce sujet sans savoir à quel point en fait parce qu'effectivement la SMALA c'est une grande tribu et je trouvais très intéressant que tu redises un peu ton parcours et tu me l'avais expliqué aussi par téléphone parce que j'avais pas forcément même si connaissance à quel point vous interveniez comme ça auprès de différents publics pour parler voilà, aussi d'esprit critique par rapport au numérique. Et donc, je pense que c'est vraiment intéressant de le faire effectivement avec des gens qui ne sont pas forcément tous ces publics que vous ciblez dans vos ateliers. Donc,
ça fait très plaisir comme ça qu'on puisse le faire du coup avec voilà, ces sessions du soir. Et donc voilà, je vais essayer d'y assister à toutes. Et sinon, je voulais dire aussi, donc mon point de vue personnel, très rapidement, c'est je travaille dans une grosse boîte technologique, dont je ne dirai pas le nom ici, mais ce n'est pas un secret pour certains d'entre vous. Et je vois bien, plus de 30 ans que je suis dans cette entreprise, et je vois bien que la technologie, c'est un peu un rouleau compresseur, et pour le meilleur ou pour le pire. Et qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, qui a commencé effectivement de manière assez violente en 2015 dans la société française avec ce qu'a rappelé Vincent, et qui continue aujourd'hui avec cette pandémie, nous rappelle effectivement à quel point ces technologies en fait influencent le cours du monde. Et donc, alors j'aime bien Edgar Morin, je ne connais pas bien Bruno Latour, mais il y a deux autres personnes que je voulais juste citer, je vous mettrai les noms là, c'est Edgar Ellul et Lanza del Vasto. C'était deux penseurs assez peu connus du XXe siècle. Ellul était bordelais, enfin c'était un gascon. Il a beaucoup écrit sur le système technologique et sur la critique du système technologique. Et il y a encore des amis d'Ellul aujourd'hui. Et chez Lanza, c'est pareil. C'est un parcours, mais c'est aussi quelqu'un qui était assez critique du système technicien, technologique. Et je trouve que notre époque, en fait, montre bien que à quel point, alors quand on dit critique, c'est pas simplement négativement, mais à quel point il faut réinterroger à chaque époque ces outils technologiques qui sont un peu bazardés sur la société et qui voilà, induisent des phénomènes massifs dans la population. Et, voilà. Donc, ouais. Merci pour ta remarque. Je vous les conseille aussi en lecture. Ok. Ça me fait penser que du coup, sur cet outil-là en commun, où on pourrait mettre des références, je pense que c'est bien que vous ayez la main dessus aussi, pour pouvoir vous-même proposer des articles ou des vidéos ou des choses qui vous interpellent, quoi. Ça pourrait être intéressant. D'accord. Et du coup, Thierry, tu avais une question? L'outil là, est-ce que je suis entendu comme ça? Ouais. Oui. Ouais. Non, je suis arrivé un peu en retard parce qu'Annie ne pouvait pas être là, m'a demandé d'écouter, de participer à sa place, ce que j'essaye de faire sans être à la hauteur. Mais donc j'ai raté un peu le début, donc je risque de poser une question qui a été abordée dans le début de ton exposé. Et en fait, moi, ce que j'ai pas très bien saisi, c'est en fait quelle est la finalité de l'ensemble des exposés et tout ça. Est-ce que le but, parce que même si enfin, moi j'ai compris que tu voulais pas stigmatiser les gens qui sont complotistes, tout en te situant quand même de quel côté tu étais, quoi. Ouais. Et je me dis, moi ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir arriver à parler avec des gens qui sont prêts à croire que la Terre est plate. Et comment arriver à aborder le fait, déjà arriver à les écouter. Ok. Parce que est-ce qu'il y a un but de pouvoir parler avec eux, d'avoir des arguments, ouais, pour en dehors du bon sens, quoi. Ouais. Et ok. Le premier objectif, on va dire, de ce webinaire, c'est d'abord d'essayer de comprendre, mais peut-être que voilà, ça va pas intéresser, peut-être que vous avez déjà des connaissances là-dessus, mais que sont les médias, qu'est-ce que sont les réseaux sociaux, comment on produit de l'information et comment on la réceptionne, à la fois avec un éclairage technique et psychologique. Bon, ça c'est poser les bases là-dessus. Un deuxième, c'est de dire en fait, par exemple, sur cette question, moi, j'ai pas beaucoup de, je l'ai dit un peu, je l'ai évoqué. Moi, j'ai du mal à me confronter à des complotistes vraiment qui croient que la Terre est plate, quoi. Je sais que j'aurais difficile.
j'aurais difficilement des petites techniques, des trucs à vous donner. Après, on peut tous travailler ensemble. Hein, l'intelligence collective, elle peut. Mais je dirais que les complotistes, ceux qui prétendent que la Terre est plate, sont des complotistes qui sont très faciles à mettre quelque part. Mais pour moi, il y a d'autres propos complotistes qui sont du même niveau que la Terre est plate. Même si c'est des propos plus, comment dire, plus élaborés, quoi. Enfin, de dire que le Covid, c'est comment dire, une mise en place des labos pharmaceutiques. Ouais. Enfin, voilà, mais bon. Et il y a aussi un truc dans la façon de parler des choses, moi, qui me semble aussi assez crucial, parce que quand on parle de réseaux sociaux, je trouve que c'est une façon de parler de quelque chose en lui donnant une image qui n'a rien à voir avec ce que c'est. À moins qu'il faut, je veux dire, à moins de redéfinir ce que c'est le social, la société. Est-ce que la société correspond à ce que c'est, à ce qu'est Facebook en appelant un réseau social, quoi. Mais bon, c'est peut-être un autre sujet, donc une autre fois. Voilà. Ok. Non, c'était plus pour les. S'il y avait un objectif vers lequel visaient les différentes conférences ou. Bah, je te dis, voilà, les objectifs, c'est de faire un état des lieux de la question, d'essayer de la penser ensemble et de voir justement qu'est-ce qu'on peut faire après, quoi. Alors, on va les séances, mais peut-être que toi, tu as déjà des éléments de réponse sur tout ça, et peut-être que tu pourrais les partager, tu vois, à un moment donné. Peut-être qu'il pourrait y avoir que ces webinaires pourraient peut-être se transformer à la fin de ce confinement, enfin de ce confinement, de cette période-là, peut-être où on se retrouve au café et on débat, on parle de tout ça, tu vois, avec des outils. Là, l'idée, c'était plutôt en fait à la base rappeler les fondements un peu théoriques de la Smala et pourquoi et du coup d'essayer de montrer ce qu'on faisait en atelier, quoi, de montrer, voilà, d'essayer de donner à voir aux adhérents, aux membres du bureau, etc., notre manière de penser, notre manière de faire. C'était essentiellement ça, quoi, l'idée. Et voilà. Oui, rien n'empêche dans un deuxième temps de voir si c'est possible de se fixer d'autres objectifs, quoi. Exactement. Tu verras, effectivement, c'est la question que je pose à la fin de ça. Voilà, mais écoute. Ok. Merci bien. Et merci Thierry. Benjamin dans le chat qui me demande s'il peut transférer le lien à ses amis et à sa famille pour participer. Benjamin, est-ce que vous nous entendez? Oui, je suis là. Oui, ok. Et je crois qu'on se connaît pas et du coup là, je connais un peu tout le monde sur présent. Est-ce que si on se connaît? Ah, on se connaît. Comme j'ai pas la caméra. Benjamin de l'ostéo. Ah, Benjamin. L'ostéo de la ok, d'accord. Je connaissais pas ton nom de famille. Voilà. Ok. Et ravi de te voir ici. Ben, super, ouais. Je vous écoute depuis l'Est. Ok. Ouais, je voulais savoir juste si je pouvais transmettre le lien pour inviter des amis que ça pourrait intéresser. Oui. Si vous préférez qu'ils s'inscrivent. Le mieux, c'est qu'ils s'inscrivent, qu'ils envoient un lien. De toute façon, Paco, je pense qu'il va vous envoyer un mail avec un lien sur la prochaine séance, avec les dates, les objectifs et le lien de connexion. Et le mieux, c'est de partager voilà, vous pourrez partager ce lien à qui vous voulez. Et je pense qu'on enregistre la séance aussi. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, on a oublié de vous le dire en début de. Ouais, je m'excuse, on a oublié de vous le dire en début de séance, mais on enregistre dans le but aussi si vous voulez, s'il y a des gens qui veulent prendre en marche ou qui peuvent pas assister à une séance et qui ont envie de rattraper la séance, que vous puissiez transmettre la vidéo ou la visionner. Aussi, si ça vous dérange que votre visage soit sur cette visio, il n'y a pas de problème, vous envoyez un mail à l'adresse que je mets dans le chat et moi j'enlèverai votre visage sans problème. Voilà, si jamais vous ne voulez pas. Donc voilà, donc oui, vous pouvez transmettre le
le lien et conseiller de regarder la première vidéo. Comme ça, au moins, on part sur les bases. Et bon, je sais pas, après, vous me direz, vous me ferez vos retours sur qu'est-ce qu'elle vaut cette première séance. Mais j'ai l'impression qu'au moins, on sait, vous savez qui vous parle, quoi. Et nous, ça nous paraissait important de commencer comme ça, quoi. Et peut-être remettre le programme complet sur la page de Yasmana. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des remarques sur cette première séance et sur le contenu, le fond et la forme? Est-ce que c'était trop dense? Est-ce que ça a été? Top, ok. Bon, il y a des pouces qui se lèvent, c'est rassurant. Top, ok. Merci. On avait dit préparer un sondage. Bien sûr. On va faire un tout petit sondage pour finir. Et on y reviendra la séance prochaine. Et après, on va s'arrêter là-dessus. Il y a Aurélie, vous êtes toujours là ou vous avez coupé le son et vous faites votre apéro? On est toujours là et je viens d'écrire dans le chat. On a suivi. C'est bien. Et moi, je suis en dry January, donc je suis attentive contrairement aux autres. Ok, d'accord. Donc tu résumeras aux autres. Ok. C'est cool. C'est bien. Ok. Alors, on peut avancer le sondage? Non. Merci. Sondage. Ah ouais, ok. Donc, ouais, vous avez dans l'onglet sondage. Est-ce que vous avez accès au sondage? Vous avez, si vous ouvrez votre colonne de droite, vous avez une petite notification, un petit point vert sur sondage, et vous avez une question avec une réponse à choix multiple. Oui, on a accès. Ouais. Ok. Et bien du coup, si vous pouvez voter, ça serait super. Enfin, voter. Vous prononcez. On peut faire qu'une réponse. Oui. Ah ouais. Envoyez un mail à Google si on veut l'option qui leur répond. C'est pas très diversifié tout ça. Ok, donc 8 personnes ont voté pour l'instant. Ah oui, d'accord, vous êtes sur le téléphone, ouais, c'est possible. Ok. Bon, grosso modo, entre le Covid est un virus créé en laboratoire et utilisé volontairement dans un but précis, et le deuxième, le vaccin contre le immunitaire, mais contre tracer la population. C'est à peu près kiff-kiff, quoi, du coup, ce que je comprends. Sur les élites qui organisent un trafic d'enfants à l'échelle mondiale, ça, c'est la fameuse théorie du complot qui tourne beaucoup aux États-Unis et paraît-il, qui commence à arriver en France aussi via le réseau qu'on appelle QAnon. Personne a eu vent encore de cette théorie du complot. Ok, c'est rassurant, on va dire jusque-là. Et alors du coup, il y a la deuxième question qui suit. Deuxième sondage qui va arriver. C'est sur votre sentiment par rapport à cette théorie du complot. Donc là, vous avez un deuxième sondage qui est apparu sur votre colonne. Précision de la colère, l'envie de dénoncer, c'est l'envie de dénoncer. On voit pas, en fait, c'est anonyme le sondage. Hein. Donc, je vous dis quand on met les résultats affichés, donc voilà. Mais la colère, c'est l'envie de dénoncer, c'est plutôt de dire, vous entendez parler de ces théories du complot, ça vous interpelle et vous avez envie de dénoncer cette injustice, quoi, d'une certaine manière, du coup, de relayer cette théorie du complot. C'est dans ce sens-là qu'on a pensé la réponse.
Ok, c'est partagé. Ok. Comment on fait si on n'est pas d'accord à 4 pour la réponse? Allez, ça, la prochaine fois, vous vous connecterez à 4, comme ça augmentera notre audience. Vous connecterez à 4 ordinateurs. Anne ne sait pas se servir d'un ordinateur. Non, mais il faut voter entre. De l'indifférence, vous ne prêtez pas attention. Ok, ça c'est la majorité qui a. C'est intéressant de voir que c'est bon, ça correspond à la majorité. Alors c'est une faible majorité, hein, mais toujours est-il que il y en a 3. Mais ce qui est marrant, c'est que quand même, vous êtes là. Enfin, c'est la question qui vous intéresse, quoi. C'est-à-dire la théorie en elle-même ne vous intéresse pas, vous interprète comme ça, mais que la question du complotisme en général vous interpelle, quoi. Vous questionne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on voit sur un échantillon de 9 personnes, il y a quand même 4 types de personnes différentes qui réagissent différemment. Donc, on a tous vraiment un rapport différent à ce que c'est. Est-ce que dans le groupe, il y a des gens qui nous croient naïfs de ne pas être complotistes? Voilà, ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y a que des personnes qui ne comprennent pas qu'il y ait des complotistes. Alors, bon, non, moi, c'est pas mon point de vue, par exemple. Mais moi, je ne sais pas, je pose la question. Ouais, ok. Ouais, ça pourrait être un sondage. Allez, troisième sondage. Donc, on va reformuler ta question, les gens vont pouvoir voter. Comment on pourrait la formuler Est-ce qu'on aborde ce cycle de conférences en tant que complotiste ou non complotiste? Ouais, donc en gros, êtes-vous complotiste? Ouais. C'est un terme un peu péjoratif. Est-ce qu'il y a des lucides et des clairvoyants? Des clairvoyants ou des aveugles? Voilà. Mais après, toute la question, c'est qu'on va rentrer dans la nuance et dans la subtilité et on va voir que les complots existent bel et bien. Est-ce qu'on considère les dubitatifs sur le complotisme comme des aveugles ou des clairvoyants? Les dubitatifs. Sauf que, enfin, je veux dire, moi, ça m'étonne et je trouve ça atterrant. Okay. Mais si je suis le seul, j'aimerais parler avec les autres, quoi. Ok. Ce n'est pas forcément ce que je veux sur la discussion, mais c'est les médias mainstream relais. Ok. Anne, tu voulais prendre la parole? T'as ton micro fermé, je pense. Oui, par rapport au sondage, je voulais juste te dire que la peur, c'est pas la peur des informations complotistes qui font peur, c'est la peur de voir toutes ces informations qui circulent en fait. C'est plutôt ça. Je sais pas si la question, la réponse que j'ai donnée, oui, a été interprétée comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est inquiétant en fait de voir toutes ces informations qui circulent et qui vont noyer tout le monde. Moi, je vois des jeunes, des vieux, mes parents, enfin voilà, des choses qui circulent et avec des gens en face qui surréagissent sans avoir. Pourtant, c'est des gens qui ont normalement un esprit critique, mais voilà, qui prennent l'information sans voir. Je sais pas comment vous dire, sans avoir un esprit critique par rapport à ce qu'ils reçoivent comme information. Je pense notamment à mes parents, par exemple, qui sont assez âgés et qui sont nouveaux sur le numérique et du coup qui gobent l'info comme si tout ce qui était dit sur les réseaux était la même chose que ce qui est écrit par des journalistes en fait. Voilà, il n'y a pas de discernement par rapport à la production. Vous en parlerez dans les conférences suivantes, mais en fait c'est ça qui me fait peur. C'est pas l'information complotiste qui me fait peur, c'est cette circulation d'informations. Le phénomène, quoi. Le phénomène. Ouais, voilà. Et sur le premier sondage, c'était sur c'est pas les médias mainstream qui parlent de ces trucs, enfin je sais pas si je me suis bien exprimée dans mon truc, c'est que les médias mainstream, des fois, surenchérissent sur les trucs complotistes qui vont circuler et qui, en fait, en rajoutent encore plus dans la circulation de cette information-là, en fait. C'est ça que je voulais dire également dans mes commentaires. Voilà. Okay. C'était juste quelques précisions. Okay. Voilà. Ça marche.
Est-ce que je vois que les gens quittent la réunion? Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ouais, Christophe et François. Est-ce que vous avez d'autres remarques où je vous présente les prochaines séances? Comme ça, on conclut les 20 heures. Alors, du coup, dans 2 semaines, on va parler, on va s'intéresser aux médias et donc ce qu'on appelle les médias. Quand on met les médias dans le même panier, qu'est-ce que ça veut dire? Qui font les médias entre les journalistes, les annonceurs et les propriétaires? En quoi les médias sont des organes d'influence et le rapport qu'entretiennent les médias avec les fake news, notamment ce que t'évoquais, cette reprise de l'information et pour chercher notamment le buzz et l'audience, donc le rapport avec les fake news. La 3e, elle sera consacrée au web et aux réseaux sociaux et on verra comment on est passé d'un Internet soi-disant libre, horizontal à un web privatisé par quelques grandes firmes, donc qu'on appelle les GAFAM. On parlera des réseaux sociaux et du côté technique des réseaux sociaux et la place du jeu dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire comment nous, en tant qu'individus, on se dépatouille dans cette toile-là. Enfin, on rentrera, donc une fois qu'on aura posé les décors, donc les médias et Internet, on rentrera plus précisément dans les théories du complot, à la fois en faisant un pas en arrière, un pas de côté en revenant sur les origines des théories du complot et puis les théories du complot à travers l'histoire et celles dont on parle aujourd'hui. Ensuite, on verra les mécanismes de la rhétorique complotiste dans la 5e séance, donc et comment ces théories du complot sont diffusées, les effets de réalisation et la complosphère qui se cache derrière, qu'est-ce qu'on appelle la complosphère d'une certaine manière. Et enfin, en dernière séance, on espère avoir l'intervention d'une psychologue qui s'appelle Sabra Ben Ali, donc on évoquait pour ceux qui étaient là au départ, et qui pourra nous faire un éclairage un peu psy sur ce phénomène-là. Et après, c'est la question que tu posais Thierry. Après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on rajoute une séance? Est-ce que on continue d'organiser des séances où on peut parler, rentrer peut-être plus dans le fond, voilà, je sais pas, mais en tout cas, ça nous intéresserait d'imaginer une suite avec vous, quoi. Si vous en êtes d'accord, et puis si ces webinaires vous auront satisfait. Ouais. Moi, je sais pas dans quelle mesure on peut. Ouais, Thierry. Non, j'allais dire. En fait, c'est toujours la maîtrise de l'outil. C'est vrai que moi, je suis sur le téléphone, mais j'ai pas pensé que par le téléphone, je pouvais pas voir le sondage, je pouvais pas intervenir dessus. Mais là, c'est le commentaire de quelqu'un qui me l'a permis. Non, je me dis comment est-ce qu'on peut communiquer entre nous les lectures ou les références qu'on a pour alimenter notre propre réflexion qui fait qu'on vient vers cette web-série que tu organises, quoi. Oui, dans les prochains jours, on va vous envoyer un lien qui vous donnera accès à un espace où vous aurez les notes, mais aussi vos références. Et on va réfléchir à la question de est-ce qu'on échange, est-ce qu'on crée un forum, est-ce qu'on se crée un groupe, j'en sais rien, un groupe WhatsApp, bon voilà. On va réfléchir à ça. Ok. Moi, juste pour terminer sur un détail technique, j'ai vu que 2 ou 3 personnes n'avaient pas reçu le lien pour se connecter aujourd'hui. Donc, si vous ne recevez pas le lien avant le 02 février, avant le 2 février, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail ou un message sur Facebook pour que je puisse vous donner ceci. Voilà. Voilà. Juste une question. J'ai pas compris. Alors, vous les avez enregistrés? Les gens vont pouvoir les voir là? C'est con? Oui. On va vous envoyer le lien vers la vidéo, qu'on mettra sur YouTube certainement en privé. Ça sera public? Non, enfin, je sais pas. À vous si vous nous donnez, on peut le mettre en public, oui. On peut le mettre. C'est juste pour des. Je pense qu'on doit être un certain nombre autour du pont. Pour des gens qu'on connaît, même en dehors complètement de la SMALA, ailleurs. Ok. Si leur dire, voilà, il y a eu un cycle de conférences, si vous voulez aller vous renseigner. Je pense, moi, qu'on le mettra sûrement en non répertorié, c'est-à-dire que si tu as le lien, tu peux le partager à tout le monde, mais elle n'est pas trouvable
Ouais, voilà, ça Ouais. serait pas mal. Ça marche. Ok, ben merci à tous. On n'a pas, Merci. on n'a pas trop débordé. Merci d'avoir été présents et j'espère du coup dans 2 Merci à semaines. J'espère que vous revoir. Merci. 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 Bonne soirée. Salut. Ben oui, merci. Hein. Ciao. Paco, qu'est-ce que tu as apporté ?